Donc, on va redémarrer, quoi. On va essayer, hein, c'est plutôt à la manivelle. Donc cette année, on va faire un cours qui est la suite du cours de l'année dernière. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je pense, pour ceux qui ont des mémoires défaillantes, comme moi, et pour ceux qui n'étaient pas forcément là l'année dernière, je vais faire une espèce de bref rappel des 9 heures de cours de l'année dernière. Et puis, la semaine prochaine, on démarrera sur des choses plus nouvelles. Enfin, en relisant moi-même mes notes de l'année dernière, je me suis rendu compte que comme je ne comprenais pas forcément ce que j'avais écrit, c'était peut-être pas un exercice totalement inutile, même pour vous. Donc cette année, le cours est consacré à la suite de ce qu'une perspective évolutive et développementale peut apporter à notre compréhension de l'étiologie des maladies psychiatriques et neurologiques. Mais cette année, j'ai décidé de me concentrer plutôt essentiellement à l'étiologie des maladies psychiatriques, et plus particulièrement d'ailleurs des schizophrénies. Donc pour le développement, bon, on comprend bien pourquoi, c'est-à-dire que toute erreur un peu excessive, parce qu'il y a forcément des erreurs dans le développement du cerveau, peut amener à des pathologies, ça va de soi, quoi. C'est une évidence, mais c'est une évidence qui laisse quand même ouverte la question des parts du génétique et de l'épigénétique dans cette affaire. Et l'épigénétique étant définie comme l'ensemble des modifications réversibles des structures biologiques, d'ailleurs que ce soit le génome ou les réseaux neuronaux, par exemple, en réponse à des changements qui sont des changements de l'environnement. Et ces modifications s'inscrivent à l'intérieur d'une marge de fluctuation qui est autorisée, hein, et dont on peut dire qu'elle définit la normalité de l'animal humain d'une certaine façon. Donc je voudrais d'ailleurs tout de suite introduire un rectificatif par rapport à la question de la réversibilité, puisque on peut induire des modifications, l'environnement peut induire des modifications du génome qui sont irréversibles, et on en reviendra via ce qu'on appelle les transpositions, qui sont des modifications irréversibles du génome, puisque ce sont des morceaux d'ADN qui s'insèrent dans le génome après avoir sauté d'un endroit à l'autre du génome. Et ça, évidemment, c'est son retour. Évidemment, si ces modifications se font dans des cellules somatiques, elles sont réversibles, dans le sens où elles ne survivent pas à la mort des cellules et surtout pas à celle de l'individu. Si elles se font dans les cellules germinales, ce qui est l'endroit où elles préfèrent se faire, eh bien dans ce cas-là, les modifications induites, si elles interfèrent avec la construction du système nerveux, deviennent héréditaires. Et donc on peut avoir sur une génération suivante des modifications qui n'apparaissent pas peut-être forcément dans la première génération, mais dans la deuxième, et qui seront liées à des difficultés qu'a rencontré le père ou la mère, ou le grand-père ou la grand-mère. Donc, ça sont des choses qui sont assez intéressantes parce que, par exemple, on peut imaginer que dans un cas de famine ou de stress intense subi par les ancêtres, eh bien, ce sont les enfants qui trinquent, d'une certaine façon. Voilà. Mais on va, pour l'instant, se limiter au cas restant au niveau d'une seule génération, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive à un individu au cours de son développement et comment ce qui arrive au cours du développement peut avoir des conséquences sur sa santé mentale. Pour l'évolution, évidemment, les choses sont un tout petit peu plus compliquées. Plusieurs des maladies psychiatriques et neurologiques peuvent être considérées comme des maladies spécifiquement humaines. Donc ça amène à s'interroger sur les différences entre l'homme et l'animal, c'est-à-dire est-ce que c'est une voie d'entrée pour comprendre ce qui se passe que de comprendre la différence entre l'homme et le chimpanzé, par exemple. Du coup, il faut aller rechercher les différences génétiques, développementales, épigénétiques, anatomiques, physiologiques, sociales aussi, entre sapiens et troglodytes, pantroglodytes, qui est, comme vous le savez, notre plus proche cousin, vivant. Et à partir de là, essayer de sortir quelque chose qui a à voir avec le propre de l'homme. Bon,
si ça existe. On peut aussi imaginer que ces pathologies ne sont pas spécifiquement humaines, mais qu'elles apparaissent chez l'humain du fait de l'allongement de la durée moyenne de la vie. L'Alzheimer, le Parkinson apparaissent tard, hein, et il y a des tas de pays, et surtout des tas d'époques où on ne vivait pas au-delà de 40 ans. Donc ce n'étaient pas des maladies, ce sont des maladies qui sont liées au fait qu'on a le luxe, si vous voulez, de vivre un peu plus longtemps que... Enfin, dans nos contrées, ce n'est pas vrai partout. Alors, ce n'est pas vrai de l'autisme qui apparaît très tôt, ce n'est pas vrai des schizophrénies qui apparaissent entre 18, 16 et 22 ans, quelque chose comme ça, qui donc a des âges qui sont des âges quand même assez tôt. Donc les premiers épisodes pour les schizophrénies apparaissent à la fin de l'adolescence ou chez le jeune adulte, disons, je dirais, entre 16 et 22 ans, en gros, quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que le malade était parfaitement normal avant. Si les épisodes qu'on appelle positifs ou négatifs, positifs, c'est-à-dire les hallucinations ou les délires, hein, ou négatifs, retrait social, etc., se manifestent tardivement, ils peuvent aussi être le résultat de choses qui sont arrivées beaucoup plus tôt, voire des mutations, ça peut être des effets génétiques, mais la manifestation est tardive, par exemple sous l'action d'un changement hormonal, par exemple, hein, qui apparaît en général dans cette période de la vie. Donc, par ailleurs, des troubles qui sont plus précoces, et en particulier des troubles cognitifs. Il y a plein de gens qui pensent que les schizophrénies sont en fait des maladies cognitives, hein, pour l'essentiel, peuvent ne prendre leur sens que lorsque la maladie se révèle sous ses formes les plus classiques et les plus graves, ou les plus spectaculaires, plutôt, d'accord ? Donc, si on suppose que ces maladies psychiatriques sont liées à une neurogénèse défectueuse, par exemple, ou un retard dans le déclenchement d'une période critique de maturation d'une classe d'interneurones, comme on l'a discuté, comme on le discutera beaucoup cette année. Bon, comme les souris font aussi de la neurogénèse, et comme les souris ont aussi un cortex et des neurones, interneurones inhibiteurs, il faudra alors comprendre ce que la neurogénèse a de spécial chez nous, ou ce que notre structure corticale a de spécial dans des régions du cortex qui n'existent pas, ou à peine, hein, chez la souris. Donc, c'est-à-dire qu'il nous faut croiser, si vous voulez, la réalité de l'évolution, ou plutôt de la biodiversité, quand on regarde les espèces actuelles, parce que c'est la biodiversité qu'on étudie, ce n'est pas l'évolution, une biodiversité qui résulte, hein, de l'évolution, et la réalité du développement, et accepter qu'une période critique du développement d'un système que nous partageons avec la souris, par exemple la vision, soit pris comme modèle pour toute période critique, et de ce fait une façon d'étudier l'étiologie de certaines formes de schizophrénie, mais évidemment pas un modèle animal de la schizophrénie, ce qui serait idiot. Donc on peut alors entrevoir d'utiliser ces modèles pour définir des stratégies pharmacologiques ou génétiques qu'on pourrait alors appliquer à Sapiens. Ce qui nous rappelle que l'approche Evo-Devo, et je dirais plutôt Evo-Eco-Devo, pour tenir compte de l'environnement, n'est pas antagonique, n'est pas exclusive, évidemment, des approches génétiques, qui consistent à partir de familles pour repérer des gènes de susceptibilité aux maladies d'esprit. Car même si certaines formes de ces maladies sont génétiques, hein, parce que des mutations ont été identifiées dans des familles, justement, rappelez-vous le cas de DISC1 par exemple, la majorité des formes sont sporadiques. Ça veut dire d'étiologie inconnue, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose de génétique, mais ce n'est pas connu. Hein. Donc, ça n'exclut pas une composante génétique, probablement beaucoup plus complexe, beaucoup plus diffuse, et on se retrouve là aux confins de la physiologie, sinon dans la physiologie. Donc, ce que je vous proposerai cette année, c'est de partir de la physiologie pour essayer de comprendre quelle est l'étiologie des maladies psychiatriques, et de ne pas partir des gènes pour essayer de comprendre quelle est la physiologie d'un malade. C'est une approche inverse, et qui, je pense, devrait s'avérer beaucoup plus riche. Parce que les formes génétiques avérées, c'est-à-dire les formes monogéniques, hein, de certaine façon, sont rares. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas utiles, parce que quand vous avez une forme monogénique qui est rare, eh bien, ça vous offre une entrée dans la physiologie. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une souris, prendre le gène orthologue, faire une perte de fonction, une gain de fonction, regarder tout ce qui bouge, tout ce qui est corrégulé comme gène, voir les phénotypes associés, et créer des modèles animaux qui, évidemment, sont imparfaits, mais qui sont nécessaires, hein, si on veut justement passer de la génétique à la physiologie.
et identifier de nouvelles stratégies thérapeutiques. Alors ça, c'est vrai sûrement de l'autisme, de la schizophrénie, mais c'est aussi vrai des maladies neurologiques. Si vous pensez par exemple à la maladie d'Alzheimer ou au Parkinson, eh bien, il y a 10% de formes qui sont génétiques. 90% des formes, sinon 95% des formes, sont ce qu'on appelle sporadiques, c'est-à-dire qu'en fait, on ne connaît pas très bien quelle est leur origine. Donc, en fait, toutes ces maladies sont définies par des symptômes, par un phénotype, avec des grandes variations interindividuelles, bien entendu. Et il y a sans aucun doute un très grand nombre de processus génétiques, physiologiques, développementaux qui peuvent aboutir à ce même phénotype. Donc c'est pour ça que cette année, je vous proposerai l'hypothèse, qui aujourd'hui, je crois, est une hypothèse, je ne dirais pas dominante, mais une hypothèse de plus en plus étudiée, d'un trouble cognitif, la schizophrénie ou les schizophrénies comme un trouble cognitif, qui serait associé à un dérèglement de la balance entre l'excitation et l'inhibition dans le cortex préfrontal dorsolatéral, mais peut-être aussi dans d'autres régions corticales, voire sous-corticales. Et je m'efforcerai de décortiquer, enfin, sans jeu de mots, ça, c'est pas fait exprès. Pour une fois, je n'ai pas fait exprès. À un moment, ça marche tout seul. Les multiples manières de modifier cette balance et donc de générer ce phénotype, ou au contraire, d'aller le réparer. Bon, c'est quand même le but de cette histoire. Donc là-dessus, je vous rappelle un tout petit peu ce qu'on a fait l'année dernière maintenant. Comme vous le savez, le néocortex, c'est la dernière invention évolutive pour le système nerveux central. Son origine remonte aux reptiles, c'est-à-dire à l'ère du Carbonifère. Voilà, il y a environ 360 millions d'années. Et c'est chez les mammifères qu'il apparaît pour la première fois comme une structure à 6 couches au cours de la transition Triassique-Jurassique, il y a environ 200 millions d'années. La taille et la complexité de ce néocortex sont à l'apogée, bien entendu, dans notre espèce. On est des champions. Qui s'est séparé des rongeurs, il y a quand même quelque chose comme 90, qui sont souvent les modèles qu'on utilise. Des rongeurs, il y a environ 90 à 100 millions d'années au cours du Crétacé, par là. Donc, et des singes de l'Ancien Monde, des singes assez primitifs, il y a environ 25 millions d'années, c'est-à-dire qu'on était encore dans l'ère tertiaire. On est par là. Vous voyez d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous voyez que le tertiaire plus le quaternaire, par rapport à l'histoire du vivant, c'est franchement pas grand-chose. Et nous, on est arrivés il y a environ 120 000 ans, donc on ne peut même pas voir où on est là-dedans. Voilà. Donc, c'est une des réalités de la construction du cortex sur laquelle j'ai insisté l'année dernière, sur la contradiction entre l'homogénéité du cortex et la compartimentation génétique et fonctionnelle de ce cortex. Vous voyez ici, par exemple, vous avez le cortex sensoriel. Ici, vous avez le cortex moteur, qu'on peut très bien voir ici sur une carte des représentations corticales. Et honnêtement, il fallait être Brodmann pour voir une différence entre les deux régions. En fait, il n'y en a pas. Mais c'est comme Galilée dans sa lunette, il n'a rien vu, mais il a tout imaginé. Et comme il était intelligent et qu'il avait une bonne intuition scientifique, ça a marché. Brodmann, c'est un peu pareil. Lui, il a vu des bords, là, il y en avait un, quoi. Donc c'est quand même costaud. Mais cette homogénéité est très intéressante parce que physiologiquement, ça veut dire que, évidemment, les bords sont séparés par des expressions de gènes, par des compartiments, et aussi par des types d'innervation. Et en même temps, le fait que ce soit homogène, ça veut dire que le bord peut être déplacé, c'est-à-dire qu'on peut modifier la taille des compartiments du cortex. Donc ça, sur le plan évolutif, c'est évidemment utile. En tout cas, ça s'est révélé extrêmement efficace. Et si vous regardez ici, en fait, les bords se déplacent, y compris au cours du développement. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez deux sapiens ne vont pas forcément avoir la même taille des aires corticales, pour certaines aires corticales. Vous voyez, par exemple, ici, tous les sapiens vont avoir au moins ce qui est rouge dans nos aires corticales visuelles primaires, mais il y en a qui peuvent avoir des aires corticales qui peuvent être 2 fois plus grandes au niveau du visuel, par exemple. Donc,
Ça, c'est sans anomalie, bien entendu, sans anomalie pathologique, à condition évidemment que ça ne dérape pas complètement. Bon, ça va de soi. Et en même temps, il faut aussi comprendre que quand je bouge un bord, c'est-à-dire si je augmente mes aires visuelles, ben les aires d'à côté, le cortex étant peu ou prou de la même taille pour tout le monde, les aires d'à côté sont diminuées d'autant. Donc, et ça, ce n'est pas forcément des choses qui sont génétiquement déterminées, c'est quelque chose qui peut se passer à la suite de votre développement, enfin du mien, de nous tous, quoi. Donc il y a un aspect stochastique dans le développement qui fait que le bord ne se met pas forcément au bon endroit. Le système accepte dans sa robustesse une certaine variabilité. Il ne faut pas que ça dérape, de trop. Donc sur le plan évolutif, si nous comparons notre cerveau à celui d'un chimpanzé, nous avons à peu près 4 fois plus de substance cérébrale. C'est pas mal, quand même, ça fait beaucoup. Et que nécessaire, si on appliquait une loi de proportionnalité, celle qui existe entre les différents primates, c'est-à-dire que le poids du cerveau, en gros, est proportionnel au poids du corps. Donc on devrait avoir en gros 400-500 cm3. On en a quand même 1500 dans le meilleur des cas. Et en plus, à l'intérieur de cet agrandissement incroyable de la surface, eh bien, toutes les surfaces ne grandissent pas de la même façon. C'est-à-dire que nous avons gagné beaucoup, par exemple, dans le cortex préfrontal, que vous voyez ici, ou dans les aires linguistiques. On a perdu dans les aires olfactives, on a perdu dans les aires visuelles. C'est-à-dire qu'on a vraiment un énorme gain au niveau de certaines structures du système nerveux. Donc ces changements, on l'a bien vu l'année dernière, reposent sur une régulation différente de la mort et de la prolifération cellulaire pour chaque aire, mais peut aussi être le résultat d'un déplacement des bords entre les aires. Donc, c'est-à-dire que vous avez des bords entre les aires. Nous avons proposé que ces bords soient réglés par l'expression de gènes de développement de chaque côté du bord. Et nous, pas uniquement, c'est-à-dire que ça a aussi été démontré dans pas mal de cas. C'est-à-dire que beaucoup de ces bords sont en fait à la limite de l'expression de 2 gènes de développement, très très souvent des gènes de développement qui encodent des facteurs de transcription de la famille des homéoprotéines, sur lesquels notre laboratoire travaille, pas que le nôtre d'ailleurs beaucoup. Et ça, c'est assez amusant parce que ça veut dire que si on augmente l'expression d'un de ces gènes, est-ce que le bord va se déplacer? Eh bien oui, le bord se déplace. On a un cas qui est très très classique sur lequel je reviens, c'est le cas du bord OTX2-GBX2, qui lui est ici dans le midbrain, vous voyez ici. Et en fait, si je modifie l'expression d'OTX2, par exemple, j'augmente son expression, c'est-à-dire je le mets dans une manip génétique qui le met sous le contrôle d'un gène qui est exprimé postérieurement, donc on voit que OTX2 est exprimé beaucoup plus qu'il ne devrait l'être. Qu'est-ce qui se passe? Je bouge mon bord, et vous dites, moi je m'en fiche de bouger le bord, c'est pas grave. Ben si, c'est grave, parce que au bord, il y a souvent des souches des zones qui sont des niches, qu'on appelle des niches pour cellules souches. Et donc, dans un cas comme ça, par exemple, si vous augmentez la taille de ce compartiment, en diminuant la taille de ce compartiment-là, eh bien, vous allez augmenter considérablement ce qu'on appelle les noyaux dopaminergiques aux dépens des noyaux sérotoninergiques. Et le résultat ne se fait pas attendre parce que la souris, elle pousse, elle devient adulte, elle est dans sa cage, elle est contente. Enfin, elle est contente, je ne sais pas si elle est contente, mais elle ne parle pas, les souris. On peut voir des fois quand elles sont contentes ou pas contentes. Mais vous voyez ici, par exemple, que votre souris qui a trop de neurones dopaminergiques, eh bien, au lieu de se reposer au bout de quelques minutes, quand on la met dans son open field, ici, en général, on met une souris dans un plan comme ça, elle se balade un peu et puis après, elle va aller dormir dans un coin. Ça lui prend une dizaine de minutes. Vous voyez que votre souris, dans laquelle on a bougé le bord, elle bouge, elle ne se repose pas, quoi. Elle ne veut plus aller dormir. Mais on peut la soigner avec des neuroleptiques. Si vous rajoutez du Prozac, là c'est une souris à qui on a mis du Prozac, si on lui met du Prozac, ce qui augmente en fait la sérotonine, parce qu'il y a moins de neurones sérotonine, il y a plus de neurones dopaminergiques, mais si on met du Prozac, c'est comme ils sont plus costauds aux neurones sérotoninergiques d'une certaine façon, mais vous voyez que la souris redevient normale. Donc c'est intéressant parce qu'en même temps ça vous démontre qu'on peut modifier une souris, ça vous démontre qu'on peut bouger les bords,
ça vous démontre que ça a des effets qui sont des effets dont on pourrait penser qu'ils sont des effets psychiatriques, de toute façon, et en plus, ils peuvent être soignés par des molécules qu'on va utiliser en clinique. Donc, je trouve ça assez drôle, oui, je trouve ça pas mal. Oui. Donc, et les animaux sont viables. Donc, donc pour les biologistes, ça permet quand même de faire des manips intéressantes, d'aller éventuellement tester des médicaments, des choses comme ça. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'au-delà de la période de développement, ces facteurs de transcription qui décident à quel endroit on met les bords, comment on construit les différents territoires en fait, d'un système nerveux, eh bien, beaucoup de ces facteurs de transcription restent exprimés chez l'adulte, c'est-à-dire qu'on en a encore. Hein. On ne sait pas très bien à quoi ça sert, à vrai dire. On commence petit à petit à découvrir en fait, le rôle d'expression de ces facteurs de transcription produits de gènes de développement, mais ce ne sont plus vraiment uniquement des gènes de développement chez l'adulte. Donc, à quoi ça fait partie des choses qui sont importantes. Est-ce que ça permet aux cellules, par exemple, de mémoriser leur position, hein? Puisque si je prends n'importe laquelle cellule de votre cerveau ou du reste du corps, et que j'étais capable de savoir quel est l'algorithme de ces facteurs de transcription dans cette cellule, je peux savoir où elle est. Donc, en fait, ce sont des marqueurs positionnels. Donc, est-ce que ça permet aux cellules de mémoriser leur position savoir si je dois ou ne dois pas synthétiser une protéine, ou bien combien je dois en synthétiser du fait de ma position. C'est probable quelque chose comme ça, parce que cette information est conservée par des marquages épigénétiques stables au fil des divisions, des migrations et autres déformations qui accompagnent le développement. Donc, ensuite, je vous avais parlé des développements du télencéphale et de sa segmentation dorso-ventrale. Alors, ça c'était, je ne vais pas revenir sur cette question plus, mais je voudrais juste insister sur cette division du télencéphale dans la partie la plus antérieure du système nerveux. Vous voyez, là on est vraiment dans le nez quasiment, à l'avant du système nerveux. Donc il y a une partie dorsale, il y a une partie ventrale. La partie dorsale, je l'avais appelée pallium, ventrale subpallium. Et c'est intéressant parce que le pallium, la partie dorsale, va générer tous les neurones glutamatergiques, qui sont en fait les neurones excitateurs du cortex. 80% des neurones sont des neurones excitateurs dans le cortex. Ils sont évidemment très importants, ils ont des projections très longues. Et puis la partie ventrale, qu'on appelle le subpallium, elle va générer les neurones inhibiteurs du cortex. Hein. Donc ceux qui contrôlent les neurones excitateurs. Vous voyez ce qui se passe ici, vous avez un neurone excitateur qui est un neurone pyramidal. Donc le glutamate, ça excite. Hein. Et puis vous avez autour des petits neurones hein, qui sont là et qui sont des neurones inhibiteurs et qui viennent contrôler les sorties excitatrices. Et vous verrez que c'est extrêmement important à la fois sur le plan phasique mais aussi sur le plan tonique, ce système d'inhibition, quand on parlera des oscillations dans le cortex. Donc ceux auxquels on va s'intéresser beaucoup dans ce cours, c'est ce neurone-là, qui sont les neurones parvalbumines, qu'on appelle les cellules en panier, basket cells, et qui synapsent sur le corps cellulaire des neurones pyramidaux, donc qui ont vraiment un contrôle extrêmement puissant, puisque si vous synapsez sur un dendrite, vous allez bloquer quelque chose ici. Si vous synapsez ici, vous allez bloquer les sorties. Et puis il y a ceux-là aussi qui sont rigolos, les chandeliers, aussi qui expriment une protéine parvalbumine et qui se met sur le segment initial de l'axone. Vous voyez que les récepteurs qui font du GABA, donc ils sont inhibiteurs, ils font un neuromédiateur inhibiteur qu'on appelle le GABA, et ils synapsent sur un autre type de récepteur GABAergique avec une sous-unité alpha-2 qui est très différente de alpha-1 et qui rend compte de beaucoup de phénomènes dont je vous parlerai un peu plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un dérèglement de cette balance entre inhibition et excitation au niveau du cortex pourrait être à l'origine des maladies psychiatriques, et je reviendrai abondamment dans les cours suivants. À vrai dire, ce sera même la toile de fond du cours, pour ne rien vous cacher. C'est un point d'autant plus intéressant que les primates, c'est-à-dire nous, mais nous encore plus que beaucoup d'autres primates, nous avons une augmentation très très forte du nombre des neurones inhibiteurs. Hein. Les neurones glutamate et GABA, il faut le savoir, c'est l'essentiel des neurones dans un système nerveux. Et leur activité est régulée par les neurones sérotoninergiques, par les neurones dopaminergiques, par les neurones cholinergiques, par des peptides et aussi peut-être par d'autres choses dont nous parlerons
Vous allez voir dans un instant. Donc le téléencéphale dorsal, j'ai dit, se divise en deux sous-domaines. Alors là, c'est une autre question. C'est un sous-domaine qui est antérolatéral et postérieur, plus près du centre, enfin de la ligne médiane, médio-postérieure. Et là encore, ce sont deux gènes de développement qui sont importants pour cette séparation. Je ne reviens pas dessus, on les appelle EMX2 et PAX6. Et ils donnent lieu à différentes régions du cortex à ce moment-là. Donc, une des parties, il y a le néocortex, j'ai entendu, qui est là, mais il y a une partie qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle la plaque choroïde. Parce que le cortex, bon, vous en avez tous entendu parler, du cortex, de l'hippocampe aussi, on en a beaucoup parlé l'année dernière et des années d'avant, et on en reparlera cette année. Il y a une chose que vous connaissez moins, c'est le plexus choroïde. Or, le plexus choroïde est moins connu, et son rôle, évidemment, était... certains d'entre vous le connaissent, parce que tous les ans, je dis que le plexus choroïde n'est pas connu, mais il est connu des amateurs. Donc, en fait, on le voyait avant comme une espèce de système de détoxification du cerveau. Ça prend le liquide céphalorachidien, ça le filtre, c'est une sorte de rein, quoi, hein, le rein du cerveau, à l'action purificatrice sur le liquide céphalorachidien. En fait, le plexus choroïde est une source importante, très importante de facteurs de croissance, d'hormones qui irriguent le système nerveux, hein, et exerce une fonction physiologique qui est absolument essentielle. Donc ça, j'y reviendrai beaucoup. Mais vous voyez, ce qui apparaît tout de suite comme schéma, c'est que sur ces réseaux locaux de neurones inhibiteurs et des pyramidaux qui ne sont pas locaux, mais c'est quand même quelque chose qui se passe localement, vous avez par ailleurs un certain nombre de systèmes qui viennent moduler cette balance excitation-inhibition, et qui sont des systèmes qui irradient. Donc jusqu'à maintenant, on s'intéressait essentiellement au système sérotoninergique, au système dopaminergique, et je vous l'ai dit, au système cholinergique. Mais il faudra peut-être s'habituer à l'idée que du plexus choroïde, il y a des hormones, hein, qui ne sont plus maintenant des neuromédiateurs, mais des vraies hormones, qui diffusent dans le parenchyme et qui viennent aussi exercer une action de régulation et peut-être même de synchronisation au niveau du cortex. Et je pense que c'est une chose sur laquelle j'aimerais pas mal discuter avec vous cette année, parce que ces questions de synchronisation de l'activité de différentes régions corticales, qui sont en phase ou qui ne sont pas en phase, évidemment, énormément à voir avec la problématique de la cognition et des déficits cognitifs qu'on peut suivre dans certaines maladies de type maladie psychiatrique. Donc, on rajoute ici probablement une autre source d'un système qui, via des facteurs qui sont sécrétés par le système et qui ont accès à l'ensemble du cortex, pourrait éventuellement jouer un rôle dans ces phénomènes de synchronisation. Donc c'est mystérieux pour l'instant, mais j'espère que, pas tout vous dire le premier jour, hein, oui, peut-être que comme ça vous reviendrez la fois suivante, je ne sais pas. Mais c'est mystérieux, mais je trouve ça extrêmement intéressant, ce changement de vision de ce que c'est que cette structure, qui est en fait une structure extraordinairement importante dans le système. Donc, de nouveau, si je reviens à mon télencéphale ventral, le subpallium, qui donne les neurones GABAergiques, eh bien, il y a plusieurs types de neurones GABAergiques. Il y a ceux qui viennent des éminences. Alors, on appelle ça les éminences ganglionnaires, ganglionic eminence, latérales, médiales, caudales. Elles vont donner différents types de neurones inhibiteurs. Et ces neurones inhibiteurs, vous voyez, sont des neurones qui se promènent. Ils vont aller jusque-là, comme ça, ils vont aller migrer vers le cortex. Hein. À l'époque, on pensait, à l'époque, ce n'est pas si vieux que ça, il y a une vingtaine d'années, on pensait que tous les neurones naissaient sur place au niveau du ventricule, ils migraient, mais l'idée que des neurones du subpallium, c'est-à-dire du télencéphale ventral, pouvaient donner des neurones au pallium, c'était quelque chose, c'était pas possible, quoi. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on pense qui ne sont pas possibles, et finalement elles deviennent possibles, et après ça devient des dogmes aussi qu'il faut. Et d'ailleurs c'est devenu un dogme au point que c'était très étonnant de découvrir que chez Sapiens, hein, non seulement on a ces neurones qui viennent du subpallium, des éminences ganglionnaires, mais on a aussi des neurones GABAergiques qui viennent de la zone subventriculaire. C'est-à-dire qu'on a
une bouffée de neurones en plus chez nous. Il n'y a que nous. Même les chimpanzés ne font pas ça. D'accord ? Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a plus de neurones inhibiteurs que les chimpanzés, c'est que non seulement on les récupère du subpallium, du télencéphale ventral, mais le télencéphale ventral nous en fournit une partie. Alors, beaucoup de ces neurones sont évidemment des neurones inhibiteurs qui font pratiquement tous du GABA, ils font tous du GABA, c'est-à-dire qu'ils sont tous des animaux qui freinent les sorties glutamatergiques. Une désinhibition corticale, c'est très dangereux. Il y a eu des cas récents dans la presse l'année dernière, mais donc c'est bien de garder le contrôle. Il faut avoir des neurones GABAergiques solides. Alors qu'ils fournissent aussi, selon les trucs, ils ont des peptides différents et des protéines différentes, parvalbumine, somatostatine, peptide NPY, calrétinine, etc. Donc il y a toute une variété comme ça de neurones inhibiteurs dont la variété vient en fait de leur position d'origine dans les éminences ganglionnaires. Donc cette information de position qu'on a dans l'éminence ganglionnaire, elle se traduit par des lignages différents de ces neurones GABAergiques et ça a une grande importance pour la physiologie du système. Donc à ce stade, déjà, vous voyez, au bout d'une petite demi-heure de rappel, vous voyez toutes les sources possibles de désordres mentaux qui nous arrivent. D'abord, l'accumulation de toutes les petites erreurs qui conduiraient à un mauvais positionnement des bords. Trop de dopamine, pas assez de dopamine, le bord a bougé, il bouge partout, il peut bouger partout. Donc il y a une courbe de Gauss de ce qui est permis dans le déplacement d'un bord. Après, on tombe dans les pathologies, bien entendu. On peut avoir évidemment une modification du nombre de neurones de projection, par exemple combien de neurones dopaminergiques, combien de neurones serotonergiques, combien de neurones glutamatergiques pyramidaux. Et puis on a évidemment toutes les questions d'erreurs de migration, parce que ces cellules qui migrent là, si elles migrent mal, s'il n'y a pas assez de facteurs pour les faire bouger, etc. Donc toutes ces étapes qui sont des étapes de développement ont forcément, vous prenez un œuf, c'est une cellule, après vous faites un individu, il a plusieurs milliards de cellules, donc il y a forcément beaucoup de possibilités de trucs qui ne vont pas, même si le génome est parfait dans l'œuf, c'est robuste le développement, mais voilà quoi. Donc c'est robuste puisqu'on est là. Ce qui est étonnant, c'est que ça marche, essentiellement, je trouve. Il y a beaucoup moins de maladies qu'on pourrait l'imaginer quand on sait tout ce qui se passe au cours du développement. Donc il faut être optimiste. Bon, donc en résumé, le cortex est une couche multicellulaire qui est composée de neurones de projection, là, les neurones glutamatergiques, qui sont générés sur place par le pallium, c'est-à-dire qu'ils sont générés ici, et ensuite ils migrent pour aller envahir les bonnes régions du cortex, et par des neurones locaux ou des interneurones qui sont générés par le subpallium, qui migrent pour aller se mettre ici. Donc tous ces neurones ici sont des neurones qui sont générés par le subpallium, sauf chez Sapiens, où il y a une catégorie de neurones qui sont générés aussi au niveau du pallium, c'est-à-dire des zones subventriculaires. Donc ces cellules sont arrangées en couches horizontales, c'est les couches corticales, vous les connaissez bien, et elles sont interconnectées dans la dimension verticale. Et à cette connexion verticale s'ajoute une connexion cortico-corticale horizontale qui permet de former des liens entre différentes régions du cortex. Et ça, c'est important, voire entre le cortex droit et le cortex gauche. Donc c'est assez amusant, finalement, de voir qu'il y a une espèce de grande uniformité cyto-architecturale, c'est-à-dire qu'au fond, on prenait n'importe quel morceau de cortex, ça ressemble toujours à un autre morceau de cortex, mais que cette uniformité est modulée par une variabilité qui dépend finalement de l'expression de développement, mais aussi de la fonction de l'aire corticale concernée, aire visuelle, aire auditive, aire olfactive, etc. Voilà. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les neurones excitateurs pyramidaux, ceux-là, plus quelques neurones GABAergiques chez Sapiens, sont générés dans la zone ventriculaire, c'est-à-dire qu'ils sont générés au niveau du ventricule. C'est le vide, c'est là où il y a le CSF, c'est là où il y a le liquide céphalorachidien. Et puis autour, vous avez ce cortex qui se construit.
Et ça se construit parce que vous avez ici ces glies radiaires, on appelle RG, c'est des glies radiaires. Donc ce sont des cellules gliales, ce ne sont pas des neurones, mais en même temps ce sont des progéniteurs, ce sont des cellules souches. Hein. Donc une cellule souche, par définition, ça se divise pour donner deux cellules souches, ou bien ça se divise pour donner une cellule souche et une cellule pas souche. Vous direz, ça va de soi. Mais ces cellules pas souches, ce sont des précurseurs intermédiaires qui peuvent proliférer. Et puis les neurones qui sont générés par ces divisions, après ces divisions, migrent le long des glies radiaires et vont aller occuper leur position dans ce qu'on appelle la plaque corticale, là où ils vont aller mûrir. Donc chez la souris, comme vous pouvez voir, il y a un truc très particulier chez la souris, c'est que toutes les glies radiaires ont un contact avec le ventricule. Hein. Il n'y a pas de glies radiaires ailleurs qui n'est pas un contact. Alors chez l'humain, hein, vous voyez que chez l'humain, vous avez des glies radiaires qui effectivement ont un contact avec les ventricules, mais vous avez aussi une autre zone ici, c'est un travail que j'ai pris chez Kriegstein, vous avez une autre zone ici, vous avez ces glies radiaires qui ont perdu le contact ici, mais qui sont dans une autre zone qu'on appelle la zone subventriculaire extérieure. Et chez nous, c'est là que se fait l'essentiel de la neurogénèse. Donc ça, c'est une grosse différence, c'est-à-dire qu'on a une neurogénèse qui est beaucoup plus imputante, parce qu'elle se fait aussi dans cette zone extérieure. C'est la plupart de nos neurones viennent de ces zones-là, ce qui fait que c'est très différent de ce qui se passe chez une souris. Hein. Elle est hétérogène, elle aussi, elle contient des glies radiaires, cette zone, en rouge ici, même si ces glies n'ont pas un contact avec le ventricule, et puis des IP, des précurseurs intermédiaires qui sont là, et qui prolifèrent et amplifient le nombre de cellules. Donc je ne vais pas m'étendre plus sur cette question, je vous renvoie au cours de l'année dernière, sauf pour vous rappeler, évidemment, c'est clair que toute modification locale ou générale de la survie ou de la prolifération, soit des glies radiaires, soit des précurseurs intermédiaires, peut conduire à des modifications locales, une aire donnée, par exemple l'aire préfrontale chez nous, hein, le cortex, donc un grand agrandissement, ou au contraire général, hein, de tout le corps de la surface du neuroépithélium. Et ce qui s'est passé chez nous, c'est qu'on a eu à la fois un grand agrandissement de la surface du cortex, on a augmenté énormément la taille de l'appartement, mais en même temps, on n'a pas augmenté la taille de l'appartement partout. Il y a eu des proliférations supérieures ou des morts inférieures dans certains compartiments, qui fait qu'on a agrandi la cuisine, on a diminué la salle à manger, j'en sais rien. Et ça peut se faire soit par ces modifications de mort ou de prolifération des précurseurs, soit, une fois que le truc est fait, par le déplacement du bord. Hein, on pousse le mur d'un côté ou de l'autre. Donc, ce sont des façons variées qui ont probablement joué toutes au cours de l'évolution de modifier la structure de notre système nerveux central. Je regarde où j'en suis parce que, comme d'habitude, je ne réfléchis pas à ce que je dis. Je ne vais pas aller trop vite parce que j'ai tendance à... S'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous avez le droit d'interrompre, de poser des questions, parce que je sais que cet amphithéâtre est un peu froid, quoi, mais bon. Mais dès qu'on sera moins nombreux, on ira en Alsace. Voilà. Donc, maintenant, je voudrais parler de l'unicité de Sapiens, parce que vous savez que je suis un grand défenseur de Sapiens. C'est pas que j'aime pas les singes, mais je préfère Sapiens. Donc dans le cadre de la recherche de gènes, hein, ou d'ensemble de gènes qui peuvent être impliqués dans les désordres psychiatriques, on peut s'intéresser à l'importance qualitative des différences génétiques. Alors ça, c'est l'approche, là je vous ai montré un peu l'approche développementale, celle dont je vous parlais, non, c'est l'approche évolutive, entre le chimpanzé et nous. Le chimpanzé étant, évidemment, notre cousin le plus proche. Plus proche, ça veut dire quand même que c'est assez lointain, pour ne pas faire de peine, mais Sapiens n'est pas plus évolué que Pan paniscus, ni que Pan troglodytes, le bonobo. On a simplement évolué sur des voies différentes. On a un ancêtre commun, qui était là il y a 7 millions d'années, ou il y a 10 millions d'années. Donc on a entre 14 et 20 millions de différences entre nous et le chimpanzé. 10 pour remonter au point de bifurcation et 10 pour partir de l'autre côté. Donc vous dire 20 millions d'années, c'est pas grand-chose, c'est vrai. Enfin, nous, on a quand même 120 000 ans, donc pour nous, ça fait quand même beaucoup. À peu près 100 fois l'espèce humaine,
dans son origine, donc c'est quand même pas mal. Ou 200 fois. Hein. Et alors, comme je vous le disais tout à l'heure, chez les primates, la taille du cerveau est proportionnelle à la taille du corps. Chez tous les primates, sauf dans la lignée des hominidés, que vous pouvez voir ici, dès qu'on est passé chez Lucie avec les australopithèques, la taille du cerveau a augmenté considérablement, alors que la taille du corps, elle plafonne. Hein. Bon, sauf depuis 20 ans, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Hein. C'est un problème de nutrition, de bactéries, enfin je vous raconterai ça plus tard. Ou bien vous demandez à Sansonetti, il vous racontera ça très bien. Mais jusqu'à il y a 20 ans, quand les gens avaient une taille normale, c'est-à-dire à peu près la mienne, c'est la définition des tailles normales, hein, eh bien, on se rend compte que pour un homme d'1,70 m, donc, vous avez un cerveau d'environ 1500 cm3. Et puis, chez Homo habilis, qui était... disons, chez Homo erectus, c'est le premier à passer la barre des 1000 cm3. Donc Erectus à 1000 cm3, il avait la même taille, en gros, quoi, 1m50, 1m60. Donc vous voyez que le gain par rapport à la taille est énorme, et ça ne se justifie pas sur les problèmes de sensorimoteur. Ça veut dire qu'en fait, ce qui a augmenté, ce sont des aires qui sont des aires régulatrices, qui n'ont rien à voir avec le mouvement, la fuite et le sensoriel, le moteur, ce qui est l'essentiel du boulot d'un cortex. Hein, c'est pour ça que les plantes n'ont pas de cortex, parce qu'elles ne bougent pas. Donc, mais tout ce qui bouge a un cortex, en gros, je crois. Oui. Tout ce qui a un cortex bouge aussi, je crois aussi. Voilà. Donc, de ce point de vue, notre cerveau a 900 cm3 de trop. Alors, on parle toujours des 1,23% de différence entre l'homme et le chimpanzé et le mais c'est 900 cm3 de trop. Sur 1400, ça fait quand même une certaine truc, surtout que ça ne tombe pas n'importe où. Hein, c'est tombé dans des aires cognitives. Et ces 900 cm3 de trop, et c'est la conclusion à laquelle on est arrivé l'année dernière, impose un tribut énorme au système nerveux sur le plan connexionniste. Hein, parce que dès que vous augmentez le nombre de neurones, vous augmentez de façon exponentielle le nombre de connexions nerveuses, et en même temps, évidemment, sur le plan énergétique, parce qu'il faut entretenir cette machine. Vous allez voir que c'est quelque chose d'extrêmement important, je crois, pour notre compréhension des maladies psychiatriques, qui, pour une grande part, dans mon idée, pas uniquement, sont des maladies dans lesquelles il y a une composante métabolique forte, comme le diabète. La maladie métabolique. Donc, je le vois comme ça. Alors, devant la grande différence phénotypique et culturelle entre l'homme et le chimpanzé, évidemment, on peut s'interroger, on s'est interrogé l'année dernière sur le sens de ces 1,23% de différence génétique. Oui. Et sur la non-linéarité entre ces changements génétiques, bien entendu, et les changements phénotypiques. Parce que vous bougez, vous dites j'ai 1,23% de différence génétique, et je vous montre que vous avez un cerveau qui est 4 fois trop gros, avec des aires du cortex préfrontal qui sont absolument démesurées par rapport à celles d'un singe. Je ne parle même pas des aires du langage, parce que les aires du langage, elles existent forcément, mais bon, c'est tout à fait mineur. Donc d'abord, tous les gènes ne sont pas égaux. Hein, ça, il faut le savoir. On n'a pas... Si vous changez un gène qui code pour la frisure du poil, ou pour la couleur des yeux, ce n'est pas la même chose que de vous changer un gène qui code pour la forme de la main. Vous avez un pied à la place d'une main, par exemple. Ce n'est pas tout à fait la même importance. Donc, les mutations, elles tombent parfois dans des trucs qui sont plus importants que d'autres. Hein. Après tout, à partir d'un certain âge, être frisé ou plat, ça n'a plus beaucoup d'importance, honnêtement, surtout chez les garçons. Donc modifier l'expression d'un gène de développement, et en particulier si vous modifiez son expression tôt, vous allez avoir des effets très larges sur le plan des phénotypes. Hein. La plupart du temps, d'ailleurs, vous aurez des effets qui n'iront pas jusqu'au bout, l'animal va lâcher avant. Donc, vous voyez, des mutations, certaines mutations par exemple, des mutations qui vont modifier la structure de la chromatine, c'est-à-dire la chromatine, c'est-à-dire l'ADN plus tout ce qu'il y a autour et qui tient à la structure du génome dans une forme qui a des conséquences sur l'expression de segments entiers du génome, il y a des modifications de la structure de la chromatine vont avoir des effets sur l'expression d'un grand ensemble de gènes, et ça peut être une seule mutation. Hein.
Donc on ne peut pas tracer, et je crois que c'est important de le comprendre, on ne peut pas tracer une relation de proportionnalité entre un pourcentage de mutation et une différence de phénotype. Ça, ce n'est pas possible. Alors ça, c'est vrai de toutes les mutations. C'est vrai des mutations ponctuelles dans les séquences codantes, mais c'est aussi dans les séquences non codantes. Donc il faut que, je vous rappelle, vous avez 25 000 gènes, comme la souris, comme la mouche, moins que le riz, qu'on a 100 000, on en a 25 000. Mais ces 25 000 gènes qui codent pour des protéines, celles qui fabriquent la bête, eh bien, c'est 2% du génome. Donc il reste 98% du génome qu'avant on appelait l'ADN poubelle et dont on pensait qu'il ne servait à rien, mais en fait ce sont des séquences régulatrices, mais pas au sens même où on le pensait il y a encore quelques années, des séquences régulatrices où les protéines se fixent pour réguler l'expression des 25 000 autres gènes. Des séquences régulatrices au sens où elles sont codantes, mais elles ne codent pas pour des protéines. Séquences régulatrices au sens où elles codent pour des ARN, et donc des ARN régulateurs. Et parmi ces ARN régulateurs, vous avez des longues familles, des grandes familles d'ARN régulateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que le génome, c'est essentiellement de l'ARN, et l'ARN régulateur. Donc, vous avez les micro-ARN, par exemple. Les micro-ARN, dans la cellule, régulent un certain nombre de choses, mais en particulier, ils régulent la traduction des protéines. Vous prenez DNA, messager, protéines. Les micro-ARN régulent la traduction. Donc, bon, ils sont évidemment importants, surtout quand ils se trouvent dans une synapse, où ils vont, en fonction de l'activité synaptique, réguler la traduction de protéines synaptiques. Et ça va avoir des effets très importants sur la transduction du signal entre deux cellules nerveuses, ou entre une cellule nerveuse et un muscle, ou entre deux cellules qui se parlent. Donc ça, Vous avez aussi, je vais revenir, ce qu'on appelle les long non-coding RNAs, qui sont les longs ARN non codants, qui peuvent avoir énormément de fonctions, régulation de l'épissage, régulation de la transcription, régulation de la méthylation, je vais revenir dans un instant. Et puis, vous avez, j'en ai parlé, les transposons, les lines et les signs. Alors, à ce propos, je vous rappelle, pour ceux qui sont intéressés, que demain à 5 heures, nous avons la première des 4 conférences de Frédéric Gage du Salk Institute, dont je vous ai parlé plusieurs fois dans les années précédentes, et qui est quelqu'un qui a fait, je crois, une découverte importante en montrant qu'il y avait de la rétrotransposition, c'est-à-dire des morceaux de modification du génome dans les cellules souches neurales. Je crois qu'il y a 2 ans, en gros, on avait pas mal parlé de ça il y a 2 ans. Ceux d'entre vous que ça intéresse, ça sera en anglais, mais je crois que ce sont des séminaires à ne pas rater. Vous voyez, par exemple, ici, c'est long non-coding RNA, c'est donc de l'ARN. Ici, ça va permettre la transcription. Ici, au contraire, ça va bloquer la transcription en se fixant un facteur de transcription et l'emmener ailleurs. Ici, ça va guider un facteur X. Ici, ça va entraîner des modifications de la structure du génome. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, on avait parlé l'année dernière de ce ARN non codant qui va recruter des répresseurs au niveau du génome et empêcher donc la transcription. Enfin, c'est plutôt dans celui-là, donc PRC2, qui est un polycombe. Et vous voyez que quand on a l'expression de ces gènes-là, eh bien, on bloque, on a une hyperméthylation. Et quand on a une hyperméthylation des histones, en l'occurrence, eh bien, on bloque la transcription. Ça, c'est des polymérases, c'est la formation d'ARN. Donc, en fait, plus on a de méthylation là, et moins on a de transcription. Donc, ce sont des ARN qui sont évidemment extraordinairement importants. Et pour ce qui est, je vous rappelle, ces histoires de transposition, ce sont des morceaux de génome. On a 300 environ transposons actifs chez Sapiens, il y en a quand même près de 1000 ou 2000 chez la souris, où vous avez la transcription de morceaux d'ARN qui sortent, qui sont transformés en ADN, et hop, qui vont se remettre quelque part, et donc aller interrompre le génome. Et quand ils font ça, ils font beaucoup de choses, ils modifient les régulations épigénétiques, ils peuvent interrompre des génomes, ils peuvent provoquer des recombinaisons homologues. Donc tout ce monde-là est un monde qui est le monde essentiel de notre génome. Il y a un fait que les 25 000 gènes dont on parle en général sont importants, bien entendu. Mais ce qui est plus important, c'est où sont-ils exprimés, quand, et pour combien de temps, et à quel niveau. Et ça, c'est le reste du génome qui le décide. Et quand on parle d'augmenter la taille d'un cerveau, par exemple, ça veut dire qu'il faut que, par exemple, les progéniteurs
bah, ils progénient plus longtemps. Hein, et ça veut dire que des gènes doivent être exprimés plus longtemps dans ces structures. Donc ça, c'est important. Et juste une seconde, vous pouvez vous arrêter et voir un peu le paysage. C'est tout à fait extraordinaire ce qui est arrivé dans les 5 à 10 dernières années. Hier, on avait 90% d'ADN poubelle qui ne servait à rien. Ensuite, on a eu 90% de séquences codantes, non codantes sur lesquelles les autres trucs, les facteurs de transcription venaient se fixer. Et puis aujourd'hui, on découvre qu'une part extrêmement importante des séquences non codantes sont en fait codantes, hein, qu'elles codent pour de l'ARN, avec des fonctions régulatrices qui s'exercent à tous les niveaux, transcription, traduction, évolution des génomes, et peut-être d'autres niveaux qui nous restent à découvrir, par exemple le transport d'ARN, hein, transport de protéines, des choses comme ça. Donc hier, on pensait que le génome était stable, et aujourd'hui, on découvre que c'est une très 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 grande instabilité. Et eh bien, puisque je faisais l'article pour Rusty Gage, je vous fais l'article aussi. On a eu la chance d'élire au Collège de France Edith Heard, qui fera des cours probablement sur l'épigénétique. Et je pense que beaucoup des choses que j'ai pu vous raconter au cours des dernières années, eh bien, vous les retrouvez en beaucoup mieux racontées par Edith. Et je vous encourage beaucoup à aller voir ces cours qui sont certainement formidables. Donc je ne reviens pas sur les détails. Parce qu'il faut que je me dépêche un petit peu. On a plus qu'une. Bon, j'ai le droit de dépasser un petit peu, on m'a dit. Donc, j'ai dépassé pratiquement à chaque séance, mais bon, comme ça ne rattrape pas la séance de rattrapage où j'aurais pas dû vous raconter ce que je vous ai raconté l'année dernière. Donc, je voudrais juste rappeler les types de modifications qui, depuis la séparation avec les chimpanzés, ont affecté les deux lignages. Donc, je passe sur les mutations ponctuelles. Il y en a une sur laquelle vous êtes maintenant des experts, c'est FOXP2, hein, qui est une mutation ponctuelle dans un gène, qui est une mutation qui est séparée à peu près il y a 200 000 ans et qui est à l'origine de nos facilités linguistiques, probablement d'ailleurs au niveau moteur, hein, plutôt qu'au niveau intellectuel, si tant est qu'on puisse séparer les deux choses. Ce n'est pas du tout évident. C'est peut-être le moteur qui a créé le cerveau. En tout cas, cette version humaine du gène influence le développement et les fonctions de régions cérébrales qui sont associées à l'apprentissage et à la production de séquences linguistiques. Parce que les séquences linguistiques, ce sont des séquences qui demandent des tâches motrices extraordinairement fines. Ça a l'air de rien, mais la langue qui bouge, qui se met sur le palais, qui vient toucher le bout des dents, etc., ça demande un appareil buccal pharyngien extrêmement délicat, qui ne peut fonctionner que dans la mesure où les systèmes moteurs sont fins eux-mêmes. C'est comme le toucher. Hein. Prendre un truc comme ça, sans le casser, par exemple, sont des... Donc, il y a dans ce gène quelque chose d'important. Ces mutations, c'est fait il y a environ 200 000 ans, avant notre séparation avec les Néandertaliens. Hein. Ce qui veut dire que les Néandertaliens avaient eux-mêmes, et les Denisoniens aussi, cette mutation. Donc ça, c'est intéressant. Bon, à partir de là, les gens se sont dit, est-ce qu'il y a des maladies de l'esprit qui sont liées à mutations de type FOXP2 ou à des modifications, des patterns de méthylation de régions de l'ADN qui sont en amont ou à proximité de FOXP2, en particulier de WSCPG. Et tout ça, ça a donné des résultats qui ne sont pas du tout convaincants, à vrai dire, et surtout extrêmement contradictoires. Alors on a fait la démarche inverse. On dit est-ce que si les gens qui ont des mutations qui modifient leur capacité linguistique ou auditive, est-ce qu'ils ont plus de chances de développer des maladies psychiatriques? Non, ce n'est pas très convaincant non plus. D'où un petit embarras, c'est-à-dire que évidemment on ne peut pas exclure un lien, par exemple, entre une mutation chez FOXP2 et des maladies psychiatriques. Il y a certaines études d'ailleurs qui le suggèrent. Mais il semble assez clair que si ce lien existe, il est assez vague, il est polygénique, multigénique et complexe, comme on dit, quand on ne comprend pas. Voilà. Donc, alors, je vous rappelle que FOXP2 avait été choisi comme gène cible du fait de, que ces mutations sont spécifiquement humaines, enfin humaines, 200 000 ans, donc juste au début de l'humanité, et en même temps des gènes qui ont évolué extrêmement rapidement. Donc, du coup, on a regardé quels sont les gènes qui ont muté spécifiquement rapidement dans l'espèce humaine. On les appelle Human Accelerated Regions. Et donc, effectivement, il y a des régions qui sont très conservées entre toutes les espèces, d'environ 150 à 200 bases, et qui, chez nous, tout d'un coup, ont muté comme des bêtes, très rapidement. Hein. Alors, il y en a un qui s'appelle HAR1, par exemple, qui est Human Accelerated Region 1,
et qui a subi 18 mutations. C'est pas mal, hein, parce que c'est un petit morceau de 120 nucléotides seulement. 18 mutations, c'est énorme en fait, c'est énorme. Le long de notre lignage, hein, c'est-à-dire en moins de 1 million d'années. Hein, c'est la fin d'Homo erectus, dont je vous rappelais qu'il est le premier à avoir passé la barre des 1000 cm3. Là. Hein. Donc ce petit morceau d'ARN, c'est un ARN qui a évolué extrêmement rapidement chez nous, il y a eu un moment d'excitation parce qu'il se trouve qu'il est exprimé dans les cellules qu'on appelle les cellules de Caral-Rhésius, qui sont des cellules qui sont exprimées à la surface du cortex et qui sécrètent une protéine qu'on appelle la rhyline, qui est impliquée dans la migration des cellules, c'est-à-dire qui permettent la migration des neurones pyramidaux dont on parlait tout à l'heure, le long des glis radiaires. Or, la rhyline est un gène qui a été identifié dans certaines familles qui ont des mutations, certaines familles, la mutation de la rhyline, c'est un gène cible, si vous voulez, c'est un gène potentiel pour certaines maladies psychiatriques. Donc, là, on tenait peut-être un truc, c'est-à-dire on a un ARN non codant, hein, qui a probablement une fonction régulatrice importante, qui a eu des mutations très importantes le long du lignage humain et qui est exprimé dans une cellule qui elle-même exprime un gène, la rhyline, dont certaines familles dans lesquelles il y a plus de schizophrénie que dans les autres portent une mutation. Mais donc, HAR1 est aussi exprimé dans le gyrus denté, dans l'hippocampe. Alors bon, malheureusement, en fait, le seul rôle physiologique qui a été trouvé pour la rhyline récemment, en fait, c'est dans une maladie neurologique, c'est intéressant, mais qui est la maladie de Huntington, qui est une maladie monogénique. Hein, c'est une des rares maladies monogéniques qu'on connaisse, mais pas vraiment de lien avec les maladies psychiatriques. Alors ensuite, les mêmes auteurs ont été regardés 202 régions comme ça qui évoluent très vite. Hein, et pour l'instant, pas grand-chose. Voilà, donc c'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Quoi. Donc, pour revenir aux ARN non codants, je ne vais pas vous en reparler plus longtemps. Je voulais simplement dire que les ARN non codants, les longs ARN non codants, sont très nombreux. Hein, c'est-à-dire qu'il y en a environ 4500. Hein. Si vous comparez ça aux 25 000 gènes de structure dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quand même pas négligeable. D'autant plus que leur action est extraordinairement, comme je vous le disais, pliotropique, c'est-à-dire qu'ils agissent à plusieurs niveaux. On les trouve d'ailleurs souvent dans des zones introniques. Vous voyez, par exemple, ça c'est le gène PAX6, qui est un gène intéressant, parce qu'on travaille dessus. Vous voyez, il y a les splices, donc là c'est ce qu'on appelle les exons. Et puis quand vous rejoignez plusieurs exons entre eux, vous faites le gène, enfin, avec le messager, vous faites le pré-messager, puis ensuite vous splicez, vous retirez toutes les régions intermédiaires qu'on appelle les introns, qui ne donnent jamais naissance à un messager mature, évidemment, dont les séquences ne sont pas présentes dans la protéine finale. Vous voyez ici que, par exemple, vous avez des transcrits introniques qui vont donner naissance à des ARN non codants. C'est-à-dire que même dans une structure où vous avez en exon et en intron, eh bien, les introns sont en fait codants pour de l'ARN. Donc, ça devient extrêmement compliqué, bien entendu. Et de nouveau, je vous renvoie au cours de l'année dernière, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site du collège. Donc, il y a plein d'ARN non codants qui ont des fonctions très importantes, les RNAs par exemple, ou les modifications de l'édition d'ARN, qui est le remplacement d'une adénosine par une inosine. Donc toute cette question de l'ARN, je pense l'avoir pas mal traitée l'année dernière, et je peux juste conclure cette partie en soulignant combien, évidemment, l'hypothèse d'un monde ARN qui aurait conféré le stockage de l'information à l'ADN plus stable et les fonctions catalytiques aux protéines est une idée totalement farfelue et démodée. En fait, ce dogme central, qu'il y a encore peu de la biologie moléculaire, est faux. En fait, tout démontre que le monde des ARN a continué à évoluer très très fortement.
Et voilà, quoi. Donc, et que l'organisation du génome elle-même est quelque chose d'horriblement complexe, avec des mélanges de séquences codantes, de séquences non codantes, de codantes sens, de codantes anti-sens. Et aujourd'hui, on est encore incapable de classer les ARN non codants entre intronique, sens, anti-sens, proche d'une séquence codante. C'est du boulot à venir. Peut-être qu'on aura le temps de s'en occuper si les chercheurs travaillent assez vite et si je vis assez longtemps. Donc, l'autre chose qui est une autre approche dont on avait parlé, qui est intéressante, c'est celle des condèles, c'est-à-dire des séquences qui sont conservées entre toutes les espèces, mais qui sont spécifiquement délétées chez nous. Donc, on appelle ça con pour conserver et del pour déléter. Et H-condel, ça veut dire que c'est conservé chez le singe, chez tous les singes, chez les souris, et chez les humains, hop, c'est parti. Donc, ce sont ces séquences qui sont importantes parce qu'elles ont été spécifiquement délétées chez nous. Et bon, là, je vous montre un tout petit peu. Il y en a pas mal. Il y en a 510 en fait chez nous. Et ça couvre environ 4 millions de bases chez le chimpanzé. C'est 0,14% du génome du chimpanzé. Mais de nouveau, ces 0,14% peuvent être extraordinairement importants puisqu'ils ont été délétés uniquement chez Sapiens. Ils sont encore là chez le chimpanzé. Donc, ils ont une taille moyenne de 2000 à 3000 paires de bases et ils correspondent tous à des régions non codantes, tous sauf un, parmi tous ceux qui ont été validés. En fait, l'essentiel sont des régions intergéniques entre les gènes et pour les 2 tiers et pour 1 tiers, c'est des régions qui sont dans les introns, c'est-à-dire entre les exons des gènes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que leur localisation, il y a un biais, c'est-à-dire qu'ils sont pour beaucoup à proximité de gènes d'activité neurale ou impliqués dans la signalisation par les hormones stéroïdes. Donc, ce sont des délétions qui ont pu modifier, vous voyez, 0,14% du génome, mais qui ont pu modifier énormément des phénomènes qui ont à voir avec la communication entre les neurones ou les sécrétions d'hormones dans le développement d'un système nerveux ou d'autres choses, d'ailleurs. L'année dernière, je vous donnais l'exemple du poil pénien. Donc, mais cette année, je ne recommence pas avec le poil pénien. J'ai plutôt vous parler d'un condèle qui est... c'est important, le poil pénien. Nous, on ne l'a pas. Et c'est un gros avantage. Je retourne au cours de l'année dernière, si vous voulez savoir pourquoi. Donc. Mais là, par exemple, c'est une délétion qui est près d'un gène qui s'appelle GADD45G et qui est intéressant parce qu'en fait, c'est un gène qui est responsable de l'arrêt de la prolifération ou de l'apoptose dans les progéniteurs neuraux. Donc là, on peut imaginer, si vous voulez, que la délétion de ce condèle a pu prolonger l'expression de ce gène dans des régions qui sont des régions neurogéniques, vous voyez voir ici. C'est-à-dire que si vous prenez ce condèle, ce petit morceau d'ADN, que vous lui mettez un gène rapporteur et vous l'exprimez dans une souris, vous voyez qu'en fait, il est exprimé dans des régions qui sont des régions neurogéniques. Donc, ça veut dire qu'une possibilité, c'est que la perte de ce fragment a permis une durée plus longue de la prolifération des progéniteurs ou une mort moins grande de ces proliférations et donc contribuer à l'augmentation de la taille du cerveau. Et vous voyez, c'est juste un gène, quand je dis c'est 0,14% pour les 540, divisé par 1000, vous voyez le pourcentage que ça représente dans un génome de chimpanzé, c'est rien du tout. Mais si ça a des conséquences de ce genre-là, évidemment, ça va avoir des conséquences massives sur la taille du cortex. On en reste à des hypothèses. Donc maintenant, j'ai encore une petite demi-heure pour vous raconter ça. Après, on redémarrera sur des choses plus nouvelles, mais bon, je pense que c'est quand même relativement nouveau pour beaucoup d'entre vous. Je voulais juste vous rappeler qu'on a vécu longtemps sous l'idée d'un concept qui est un concept de gène maître. Gène de l'œil, En fait, c'est un concept qui est complètement... il peut fonctionner dans certains cas. On peut dire que PAX6, par exemple, c'est le gène de l'œil. Je dirais d'autant plus que Walter Gehring est un ami. Donc, mais en fait, la plupart des gènes fonctionnent en réseau, je l'ai souvent dit, et sont corrégulés. Et dans ces réseaux, la dérégulation d'un gène, elle est modifiée par tous les autres. C'est-à-dire que si votre gène commence à faire boum comme ça, tous les autres le ramènent c'est comme ça régule, il le ramène à la raison, à condition qu'il ne faut pas qu'il soit trop dérégulé, parce que c'est lui qui peut entraîner tout le monde dans le mur. Donc, normalement, dans un système qui est bien,
la dérégulation d'un des gènes dans un réseau de gènes est donc tamponnée par la réaction des autres gènes. Donc, comme ça, on reste dans une zone d'équilibre physiologique, parce que la génétique, c'est de la physiologie, hein, ce n'est pas différent. On ne peut pas imaginer qu'un gène, tout d'un coup, va aller taper 10 fois plus fort qu'il ne le faut. C'est pour ça que beaucoup des manips de génétique sont des manips qui sont extraordinairement suspectes. Elles sont importantes, elles sont utiles pour savoir qu'est-ce qui bouge quand je retire un gène ou quand j'exprime 1000 fois le plus que nécessaire. Mais en vérité, ce n'est pas comme ça que ça se passe, hein. En vérité, c'est 10% en plus ou 10% en moins, ce n'est pas 1000 fois plus ou zéro. Et donc, énormément des manips de génétique nous ont donné accès à la compréhension de ce que sont les réseaux de gènes, parce que si je supprime un gène ou si je surexprime fortement, je peux regarder tous ceux les autres qui bougent à côté, et je sais qu'ils sont dans le même réseau, mais en même temps, ce n'est pas des choses qui se passent dans la physiologie, donc ce n'est pas des choses qui se passent non plus dans la pathologie. Donc ça, il faut le comprendre. Donc, et là c'est un article assez ancien que j'aime bien parce que justement les auteurs ont regardé les systèmes de corrégulation de gènes dans différentes régions du cortex, hein. Donc entre un chimpanzé et sapiens. C'est-à-dire qu'on regarde entre un chimpanzé et sapiens quels sont les gènes qui sont co-régulés. D'accord ? Donc c'est un travail de 2006, donc ça s'est fait avec des techniques de 2006 qui ne sont pas du séquençage d'ARN, mais qui sont en fait ce qu'on appelle des puces ADN. Alors ça nous paraissait très le nec plus ultra il y a 5 ans, et maintenant on regarde ça avec un certain mépris. Pour montrer que les technologies, ça évolue vite. Donc, mais en l'occurrence, ce travail a été extraordinairement intéressant, parce qu'ils ont comparé, si vous voulez, les réseaux de gènes entre 18 humains et 18 chimpanzés sur des régions très spécifiques. Les aires de Broca, qui sont impliquées dans les aires du langage, dans le langage par exemple, le cortex singulaire antérieur, le cortex diète primaire, le cortex préfrontal, celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, le noyau codé, qui sont le vermine, le cervelet, etc. Et ils ont identifié comme ça 7 modules de coexpression, c'est-à-dire qu'ils ont été identifiés dans le cerveau humain, donc des modules de coexpression. Et certains de ces modules sont très conservés chez le singe, la plupart, et d'autres ne le sont pas ou moins. Donc c'est le module, ce n'est pas les gènes sont là. Mais les modules de coexpression ne sont pas les mêmes entre l'homme et le chimpanzé. Vous voyez ici des modules de coexpression, c'est-à-dire qui permettent d'établir des liens. C'est-à-dire que si le gène A est exprimé, on a 80% de chances que le gène B va l'être. Mais ça ne veut pas dire que le gène A est plus exprimé chez l'homme que chez le singe. Mais la corrégulation peut être très différente entre l'homme et le chimpanzé. Et donc, je sais pas où j'ai mis tout ça. Voilà. Donc, de toute façon, si vous prenez le gène qui s'appelle neuréguline 1, qui est un gène candidat dans les maladies psychiatriques, dans la schizophrénie en particulier, eh bien, il est 126e chez Sapiens, mais il a une connectivité très très forte dans un module 343, mais il est 332e chez le chimpanzé. Donc en fait, il est beaucoup plus corrégulé avec d'autres gènes chez nous qu'il ne l'est chez le chimpanzé. Et donc ça permet, si vous voulez, de sortir des modules. Et on s'est rendu compte qu'il y a des modules qui sont extraordinairement importants dans le cortex humain, et donc et qui sont surtout des modules très corrégulés dans le cortex humain. Donc ce système de corrégulation est important parce qu'on peut prendre deux gènes, je vous dis, qui expriment de la même façon entre les deux espèces, mais la corrégulation étant différente, maintenant ça prend un sens physiologique qui est très différent puisque ce sont des gènes qui marchent ensemble. Donc il y a un module de corrégulation, un module cortical, qui est quasiment absent chez le chimpanzé et qui contient un grand nombre de gènes qui sont impliqués dans le métabolisme énergétique, dont 11 gènes dans la chaîne de transport des électrons. Donc ça va être aussi un motto du cours, c'est le problème de l'énergie. Vous l'aviez déjà senti l'année dernière, je reviens là-dessus. C'est-à-dire que ces gènes qui ont une forte liaison d'expression corticale sont des gènes qui sont impliqués dans la chaîne de transport des électrons, c'est-à-dire dans la fabrication de l'ATP chez nous. Alors ça c'est intéressant. Il y en a d'autres aussi qui sont impliqués dans la distribution et la morphologie des mitochondries, qui sont donc les usines à fabriquer de l'ATP, dans les gènes de la synaptogénèse, dans l'ancrage des vésicules synaptiques, c'est-à-dire pour la libération des neuromédiateurs, dans les gènes de régulation du cytosquelette, parce qu'il faut faire des longs axones quand on a un cerveau trop gros,
Donc, en fait, ce qui apparaît, si vous voulez, c'est que l'augmentation spectaculaire, vraiment spectaculaire du pouvoir d'analyse en parallèle qui est liée à l'augmentation de la taille de ce cerveau, eh bien, impose une augmentation parallèle dans la demande énergétique et évidemment dans la demande de formation de circuits neuronaux. Donc, je crois que, vous voyez ici, par exemple, certains de ces gènes, hein, donc évidemment, il y a des facteurs de transcription, mais vous voyez que le terme mitochondrie, 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 mitochondrie apparaît souvent, et ce sont des gènes qui sont souvent des gènes candidats pour pas mal de maladies psychiatriques. Hein. On retombe dessus. Bon, évidemment, ici, c'est encore mitochondrie. Alors là, c'est un petit peu différent. Là, c'est l'exocytose des vésicules. Là, c'est cytosquelette actine, cytosquelette, microtubules. Et à côté, j'ai mis les maladies qui peuvent être vaguement impliquées dans cette affaire-là. Donc, clairement, il y a un biais. Il y a un biais dans ce module spécifiquement humain, c'est qu'il fait corréler l'activation ou l'activité de gènes qui sont des gènes du métabolisme et au fond de la physiologie, de la forme et de la physiologie des neurones. Je crois qu'effectivement, Geschwin a raison de dire ça, c'est-à-dire que prendre une approche évolutive dans ce cas-là est assez intéressant parce que si on la croise avec les approches de développement, ce que j'ai essayé de faire pendant toute l'année dernière, eh bien, et les pathologies, on arrive peut-être à sortir, si vous voulez, quelques cibles qui pourraient être intéressantes d'étudier pour comprendre des maladies qui, pour l'instant, il faut quand même le reconnaître, échappent pour l'essentiel à notre compréhension. Donc, je continue. Voilà. Alors, oui, ce problème de l'énergie, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en parler, mais je ne suis pas sûr, j'ai le temps de vous en parler. C'est terrible. Oui, le problème de l'énergie, je vais quand même vous en parler maintenant, parce que si je n'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout, c'est quelque chose de très, très important, parce que nous avons un cerveau qui fait donc 4 fois le poids normal, hein, et non, j'en parlerai plus tard, c'est pas grave. Oh, excusez-moi, c'est la fatigue. Donc j'ai sauté maintenant sur de longs développements que j'avais prévus, et je vais continuer sur la piste métabolique. Hein. Donc, si on part de l'hypothèse maintenant que les schizophrénies sont des maladies proprement humaines, on peut essayer de chercher, si vous voulez, des changements évolutifs, des sélections qui sont positives donc le long du lignage des hominidés, et les comparer aux changements moléculaires qui accompagnent la schizophrénie. Alors là, c'est un peu culotté, mais après tout, si on tient l'hypothèse, il faut la tenir jusqu'au bout, hein, pourquoi pas. Et donc, ces auteurs-là, Kajtovic et collègues, se sont livrés à cette expérience. Ils ont rassemblé un nombre de données publiées, on appelle ça une méta-analyse. Ils ont identifié 800 données publiées sur 16 815 gènes. Ce qui est pas mal, parce que 25 000, c'est le nombre de séquences codantes pour des protéines que nous avons. Donc, quand je parle des 16 815, c'est 16 815 séquences codantes. D'accord ? Eh bien, ils les ont ordonnées à partir de 105 individus, et avec la conclusion que 6 parmi les 22 processus qui ont été sélectionnés positivement le long de notre lignage sont enrichis significativement parmi les gènes exprimés de façon différentielle dans les cas de schizophrénie. Hein. Donc, vous voyez, par exemple, ici, vous avez ces 6 processus-là, et vous voyez que ce sont des gènes qui sont très changés entre ce qui se passe au niveau de l'expression entre un cerveau de quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui ne l'est pas. Parmi les 22 processus sélectionnés, il y en a, parmi ces 7, il y en a 6 qui sont en rapport avec le métabolisme énergétique. Alors, évidemment, ça vaut ce que ça vaut, ces histoires-là, mais ce qu'ils ont fait après, c'est de regarder par RMN du proton le métabolisme cellulaire au niveau du cortex préfrontal de patients humains, d'individus contrôle, de chimpanzés et de macaques. Et de nouveau, on voit que beaucoup de métabolites qui ont à voir avec le métabolisme énergétique sont modifiés entre nous et les chimpanzés et ont des
modification de concentration importante entre les humains sains, sapiens, et les humains qui souffrent de troubles psychiatriques. Donc, les métabolites les plus altérés sont la créatinine et le lactate. Et le lactate, vous allez voir, c'est une des molécules les plus importantes pour le métabolisme énergétique des neurones. Donc, moi, je suis assez réticent sur ce genre d'études comme ça, parce qu'on ne sait jamais très bien, mais c'est quand même, on voit bien que c'est une question qui préoccupe les chercheurs, de cette question métabolique. Alors évidemment, les malades, ils sont traités, il y a toutes sortes de questions derrière qui sont importantes. Il reste que je pense que c'est une question qui mérite notre attention. Elle mérite notre attention d'abord parce que les changements métaboliques, là, on les voit plus dans le cortex préfrontal, beaucoup plus que dans le cervelet. Donc en fait, ce sont des enrichissements ou des diminutions, ces différences entre l'homme et le chimpanzé ou le macaque, là, qui sont très très fortes et qu'on retrouve chez des patients, qui sont très très fortes plutôt dans le cortex préfrontal que dans d'autres régions qui sont probablement moins nobles pour ce que ça veut dire, en particulier le cervelet. Donc, de nouveau, c'est quelque chose qui est troublant, mais qui est moins troublant si on pense au fardeau énergétique que ça correspond d'avoir un cerveau trop gros, hein, ce qui est notre cas. Sapiens, vous le devez savoir, consacre 20% de son énergie au cerveau. C'est pas mal, 20%. Hein. 20% de ce qu'on mange tous les jours, ça part là-haut. D'accord ? Les singes, c'est 11 à 13%. Les autres mammifères, c'est de 2 à 8%, en gros. Donc, c'est beaucoup plus faible. Hein. Et ce sont des chiffres qui sont en rapport avec la masse cérébrale. Mais pas un rapport égal, parce que vous voyez qu'on en met 2 fois plus que le chimpanzé, mais on a un cerveau qui est 4 fois plus gros. D'accord ? Donc, si on mettait autant d'énergie dans le cerveau qu'un chimpanzé, il faudrait qu'on mette 40% de notre énergie cérébrale dans le cerveau. On ne peut pas. Alors peut-être qu'on a fait des économies sur d'autres postes, c'est-à-dire qu'on a mis plus d'énergie dans une région du cerveau pour tenir le... Mais l'idée qu'il y a derrière tout ça et que j'aimerais développer cette année, c'est que fondamentalement, on est un tout petit peu au bord de la crise d'énergie tout le temps pour nos neurones. En tout cas, pour les neurones les plus intéressants. C'est-à-dire ceux qui ont des longues projections, qui sont ceux qui dégénèrent en général le plus vite, hein, et puis ceux qui sont les petits mighty costauds, quoi, qui déchargent très rapidement et longtemps, qui sont ceux auxquels on va s'intéresser énormément cette année. Donc ces neurones qui sont très exigeants d'énergie, on peut imaginer qu'ils sont toujours au bord de l'asphyxie. Donc s'ils asphyxient, voilà. Donc il leur faut un apport métabolique extrêmement fort. Et alors, ça a peut-être à voir avec le rapport entre les glies et les neurones, c'est-à-dire du lien entre les glies et les neurones. Donc, vous voyez ici dans la diapositive que je viens de vous placer que chez la plupart des primates, hein, je parle depuis le macaque jusqu'au marmoset, vous avez au fond un rapport égal entre le nombre de neurones et la masse cérébrale, ou le nombre de cellules non neuronales, les glies, les macrophages, et la masse du cerveau. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez une proportionnalité entre le nombre de neurones et le nombre de glies. Donc, si on appliquait cette loi à nous, on aurait un cerveau qui ferait à peu près 1 tonne, je crois, un truc comme ça. Donc, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est quelque chose d'aussi, j'exagère, 45 kg de cerveau, d'accord ? Enfin bon, 45 kg de cerveau, ça fait beaucoup. Hein. Donc, en fait, cette loi ne fonctionne pas forcément de façon générale, ce n'est pas forcément une loi générale, mais on peut imaginer par exemple que le rapport glue-neurone il est pareil dans le cervelet, ou même peut-être inférieur, mais qu'il augmente dans le cortex préfrontal, là on a besoin de beaucoup d'énergie, pourquoi pas. Hein. Donc pourquoi pas, alors là vous regardez quand même, si vous regardez les sapiens, hein, qui est là-haut, le chimpanzé, et puis vous avez tous vos petits primates là, vous voyez que c'est quand même nous qui avons le plus grand rapport glies-neurones. Donc, est-ce qu'on a un plus grand rapport glies-neurones parce que est-ce que les glies fournissent énormément d'énergie aux neurones? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a à voir avec cette demande métabolique importante de nos petites cellules? D'accord? Je pense que ce n'est pas du tout impossible, mais en plus, c'est régionalisé. Donc là, c'est quelqu'un qui a fait une étude, qui a regardé dans différentes régions
le rapport glie-neurone, vous voyez, donc la moyenne chez différentes bestioles, le macaque, qui est quand même assez bas, hein, il varie entre 1,2 et 1, quoi, ça peut descendre jusqu'à 0,8, mais ce n'est pas pareil dans toutes les aires. Il y a des aires qui ont un rapport glie-neurone qui est plus fort. Et si vous regardez ici le chimpanzé, il a un rapport glie-neurone qui varie entre 1,6 suivant les régions et puis 1. Et nous, on est quand même les champions parce que on a un rapport glie-neurone qui est beaucoup plus important qu'un singe. Et ce n'est pas homogène. Vous voyez par exemple que dans les aires ici, Broca, je pense, les aires du langage, dans le cortex antérieur, on a des rapports qui sont plus importants que dans d'autres régions, par exemple ici, etc. Donc il y a une régionalisation du rapport glie-neurone qui peut avoir un rapport lui-même, excusez-moi, avec la demande énergétique de ces neurones dans ces régions-là. Et ça m'amène à vous parler de ce lactate, dont vous avez vu qu'il était un des métabolites probablement qui avait évolué le plus rapidement au niveau de ses concentrations entre nous et les chimpanzés. Eh bien, le lactate, c'est la nourriture énergétique des neurones. Le lactate, il est synthétisé par des cellules gliales, que vous voyez ici, et il est transporté, il est exporté, donc c'est le cycle classique dit de Krebs. Vous avez la formation du lactate à partir du pyruvate, glycogène, glucose. Donc là, l'astrocyte, il est un petit peu, si vous voulez, c'est le foie du cerveau. On a parlé du rein du cerveau tout à l'heure avec le plexus choroïde. Maintenant, on est dans le foie. Donc, mais la synthèse de lactate, qui est libérée par un transporteur qu'on appelle MCT4, et puis qui est incorporé par les neurones avec un autre transporteur qui s'appelle MCT2, évidemment le glucose donnant lui de la périphérie à travers les vaisseaux. Et là, il y a des travaux sur lesquels je pense que je terminerai plus ou moins, mais qui sont intéressants parce qu'ils démontrent que ce lactate a un rôle extraordinairement important à jouer dans le fonctionnement du système nerveux, et en particulier dans le fonctionnement cognitif du système nerveux. Donc, vous voyez ici, par exemple, ce qu'on appelle un test d'extinction, fear extinction, c'est-à-dire la perte de la peur. Bon, c'est un test relativement simple. Vous prenez une souris, vous la mettez dans un compartiment blanc et noir. Les souris aiment le noir. Donc, elles rentrent dans le truc, et quand elles rentrent, vous êtes vache, vous lui donnez un choc électrique. Gentil. Mais bon, elles le sentent quand même hein, sur les pieds. Donc, elles sautent, et normalement, une souris normalement constituée, quand on la remet le lendemain dans le compartiment blanc, elle ne va pas avoir envie de rentrer dans le compartiment noir. Vous voyez, il y a un délai quand même beaucoup plus long avant d'entrer dans le compartiment noir. D'accord ? Donc, il y a des mutations. Là, ici, une mutation dans une enzyme qu'on appelle la CAM kinase K2-alpha, qui fait qu'elle perd la mémoire hein, et que le lendemain, c'était comme la veille, elle s'en fiche, elle rentre dans le truc et hop, elle reprend une décharge. Donc, c'est un test comportemental simple qui permet de mesurer d'une certaine façon la mémoire de la souris. Hein. Alors là, c'est un article qu'on doit à deux groupes, le groupe de Magistretti et le groupe d'Alberini. Et je ne veux pas vous enquiquiner trop, mais ça, c'est une molécule qui empêche la libération du lactate. Vous voyez qu'on a une baisse de lactate énorme dans ces conditions-là. Donc, si vous prenez la souris, hein, et que vous prenez une souris normale, ben, le lendemain, elle va mettre un certain temps avant de rentrer dans le territoire, dans le truc noir où elle va prendre un choc électrique. Parce qu'elle le sait, elle s'en souvient, ou elle a associé, si vous voulez, on lui met une petite musique en même temps. Boum, bam, voilà. Donc, mais si vous bloquez la libération de lactate ou la capture de lactate par les neurones avec une drogue, eh bien, la souris, elle a oublié, quoi. Elle a oublié, mais si vous lui rajoutez du lactate en plus, en perfusant de lactate, elle se souvient. Hein. Et ça, c'est une démonstration relativement sympa, si vous voulez, qu'au fond, le lactate, qui est un substrat énergétique du neurone, joue un rôle important. Il y a aussi des manips qu'on appelle de l'analyse des LTP et des LTD, que le lactate, qui est donc fourni aux neurones par l'astrocyte, joue un rôle important
dans un phénomène qui est un phénomène cognitif. Donc, de nouveau, ça veut dire que quand on va aller chercher quand on va aller chercher des mécanismes physiologiques qui ont à voir avec les fonctions cognitives, eh bien, évidemment, il faut s'intéresser aux neurones, mais bon, peut-être qu'il faut aussi s'intéresser à d'autres types cellulaires. Et rappelez-vous, l'année dernière, je vous avais parlé beaucoup des macrophages, aussi à cause des manips sur OXB8 dans les macrophages, mais ça, c'est pour ceux qui étaient là l'année dernière. Mais il n'y a pas que les neurones dans le cerveau pour s'intéresser à ces maladies. N'oubliez pas que les neurones, c'est jamais que 10% des cellules dans un cerveau, pas plus. Donc tout le reste, c'est du vaisseau sanguin, de l'astrocyte, de l'oligodendrocyte, des macrophages, des fibroblastes. Il n'y a pas beaucoup de neurones dans un cerveau, même s'ils tiennent beaucoup de place à cause des prolongements, quoi. Donc, bon, je vais terminer en me concentrant sur les types neuronaux qui sont les plus consommateurs d'énergie. Évidemment, il y a les neurones à longue projection, les motoneurones, qui ont tendance à dégénérer assez facilement, les neurones dopaminergiques, qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson, les neurones sérotonergiques, tous ces neurones dont je vous montrais qu'ils allaient innerver les systèmes au niveau cortical, les neurones pyramidaux, qui aussi sont des neurones à longue projection, mais il y a aussi les interneurones du cortex, qui sont très nombreux chez Sapiens, on l'a dit, qui en a même recruté du pallium, vous vous rappelez maintenant, et parmi les neurones, ceux-là, il y a ceux qui expriment la parvalbumine, qui sont des neurones à décharge rapide. Et chacun d'entre eux inhibe les sorties de plusieurs dizaines de neurones pyramidaux. D'abord, ils sont fusionnés par des jonctions communicantes et ils sont donc en contact, et ils inhibent la sortie de plusieurs dizaines, chacun d'entre eux, de neurones pyramidaux. Donc c'est de cette interaction entre ces neurones parvalbumine et des neurones pyramidaux glutamatergiques que dépend cette fameuse équilibre entre excitation et inhibition, qui joue un rôle fondamental dans la mise en place de ce qu'on appelait les périodes critiques, sur lesquelles, évidemment, je travaillerai la semaine prochaine et les semaines suivantes, puis dans les oscillations et leur synchronisation. Les oscillations, c'est ce qu'on mesure dans un EEG, d'une certaine façon, même très précisément. Donc les oscillations à plusieurs fréquences, vous avez les ondes θ, les ondes gamma, on en reparlera, les bandes θ, les bandes gamma, on en reparlera. Mais cet équilibre excitation-inhibition, vous allez voir, joue un rôle très important dans la génération de ces oscillations. Donc, les neurones parvalbumine à décharge rapide, les basket cells, large basket cells, sont des grands consommateurs d'énergie, dont la maturation postnatale est un élément clé de ce qu'on appelle les périodes critiques. C'est des périodes d'ailleurs des périodes de plasticité au cours de laquelle le cortex s'adapte morphologiquement, par des modifications de sa morphologie, s'adapte au monde extérieur. Monde extérieur qui est à la fois le monde intérieur de Sapiens, mais aussi ce qu'il y a autour de lui. Par exemple, une période critique sur laquelle on prendra pas mal appui, c'est ce qu'on appelle la vision binoculaire. Par exemple, un enfant qui ne sera pas opéré de la cataracte avant 4 ans, qui est la date de fermeture de la plasticité corticale pour le système visuel, eh bien, aura toute la vie un œil paresseux, ce qu'on appelle l'amblyopie. C'est une maladie qui affecte entre 3 et 4% de la population. Il y a sûrement des amblyopes parmi vous. Ce n'est pas dramatique. Il y a une perte d'acuité visuelle sur un seul œil. Ce qui veut dire que la plasticité s'ouvre, puis qu'elle se ferme au cours de la maturation de ces neurones parvalbumine à décharge rapide. D'accord ? Donc, je vais m'y focaliser là-dessus, évidemment. Vous pouvez poser la question de la pertinence de se focaliser sur les périodes critiques. Bon, c'est un choix que j'ai fait cette année. Et si on veut bien admettre que ces périodes ont pour fonction physiologique d'adapter le cerveau à son environnement, je pense que ça, on ne peut pas dire le contraire, je crois qu'il me semble intéressant de proposer, mais c'est une hypothèse. De nouveau, on est là pour faire des hypothèses, parce que personne ne va vous expliquer ce que c'est que la schizophrénie. Je ne crois pas, ou alors faites attention. Mais à titre d'hypothèse, on peut proposer que ces maladies de l'esprit puissent être considérées comme des maladies d'adaptation du cerveau à son environnement. Et à partir de là, je pense qu'on peut s'intéresser aux interactions entre les neurones inhibiteurs et les sorties pyramidales et concevoir que, de ce point de vue,
de nombreux gènes à ce moment-là. Effectivement, on peut réintroduire de nombreux gènes parce qu'on peut dire que de nombreux gènes peuvent se trouver impliqués en même temps que l'environnement joue lui-même son rôle, puisqu'il s'agit de s'adapter à cet environnement. Donc là, vous pouvez voir que dans un processus aussi complexe d'adaptation d'un réseau morphologique ou d'un type cellulaire, ou de deux types cellulaires, parce que l'équilibre excitation-inhibition il peut être lié au fait que vous avez un manque d'inhibition ou un excès d'excitation, c'est-à-dire trop de glutamate ou pas assez de GABA en gros, quoi. Donc c'est une hypothèse qui paraît suffisamment importante pour qu'on s'y adapte. Et l'hypothèse période critique, d'une certaine façon, elle est quand même soutenue par le décours de ces maladies. Je dis toujours ces maladies parce qu'on ne peut pas dire la schizophrénie, vous avez compris maintenant qu'il peut y avoir autant de schizophrénie qu'il y a de schizophrènes, mais le phénotype global et final, il peut être atteint par plusieurs voies, mais il reste quand même relativement constant. Et donc, comme je vous disais, les schizophrénies, les premiers signes apparaissent, premiers signes qu'on peut voir. Il y a probablement, dans plein de cas, des signes prodromiques qui précèdent ça, entre 12 et 15 ans. Hein. Et vous voyez, là, beaucoup de ces maladies de l'esprit apparaissent à des périodes qui sont relativement tardives et qui sont liées au fait que vous avez des régions du cortex qui se développent tardivement. L'animal humain n'est pas terminé à 15 ans. En fait, ce que je vous montrerai dans certaines expériences, c'est que, en fait, il se construit et puis il y a une période de désorganisation. C'est-à-dire qu'autour de la puberté, il y a dans le cortex frontal des périodes de désorganisation et après, ça se réorganise, dans la plupart des cas, ou pas. Et là, évidemment, ça peut poser un problème. Et si vous regardez, là, c'est toute une série de papiers qui étaient sortis sur cette question des schizophrénies. Ce que vous pouvez regarder ici, par exemple, si vous regardez dans le cortex préfrontal, la balance, les synapses excitatrices, vous voyez qu'à partir de 12-15 ans, il y a une baisse, si vous voulez, des systèmes excitateurs. Vous avez une forte augmentation des systèmes inhibiteurs. Et ça, c'est évidemment, c'est toujours des discussions qui sont ad hoc, mais il reste que ce rééquilibre de la balance excitation-inhibition dans des systèmes qui sont ceux du cortex préfrontal dorsolatéral en particulier, qui sont des trucs extraordinairement importants pour évidemment les phénomènes cognitifs et sociaux, bon, ça nous intéresse. Ça nous intéresse parce que c'est ce qui se passe aussi dans d'autres régions du cortex pour des pathologies critiques qui sont différentes. Et ça justifie qu'on s'intéresse dans ce cours, mais aussi dans les laboratoires, à cette question de la régulation de la balance excitation-inhibition dans le cortex. Évidemment, comme on ne va pas travailler sur le cortex frontal, on va travailler sur d'autres régions du cortex. Mais c'est peut-être que le mécanisme physiologique, il est le même. Il est le même, sauf qu'on peut l'étudier plus facilement dans une région que nous partageons avec les souris que dans une région que nous ne partageons pas avec les souris. Donc voilà. Donc là, c'est juste pour vous montrer quelque chose qui est intéressant, c'est que si on regarde maintenant au cours des périodes critiques, c'est un travail qui a été fait il y a plusieurs années, mais c'est quelqu'un qui a regardé l'évolution de la transcription génétique dans les neurones par valbumine. Donc ces fameux neurones, interneurones à décharge rapide. Eh bien, on regarde qu'au cours de la période critique, si on compare le transcriptome des cellules avant, pendant et après, et qu'on compare ce qui se passe dans ces neurones à ce qui se passe dans le reste du cortex, on peut les sortir. Ils sont fluorescents, on les met dans une machine à faxer les neurones et hop, on les enrichit en neurones par valbumine. Eh bien, les 24 variations les plus fortes au cours de la période critique, spécifiquement dans ces cellules, eh bien, on est frappé par le fait que le nombre de gènes du métabolisme de l'ATP et des composantes de la chaîne de phosphorylation oxydative est absolument énorme. Vous pouvez voir ici tout ça, ce sont des gènes du métabolisme énergétique. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'au moment de la maturation de ces neurones, il y a une très très forte demande énergétique qui apparaît dans ces cellules parce que ce sont des cellules qui sont effectivement soumises à une très forte demande métabolique. Donc, c'est en fait sur cette hypothèse réitérée plusieurs fois et d'une composante métabolique dans les maladies de l'esprit. Et le projecteur sur les neurones GABA
à parvalbumine à décharge rapide, que va prendre fin ce rappel lui-même rapide, je pense, des principales données que je vous ai exposées en 2011, mais qui sont absolument indispensables pour que vous puissiez suivre notre réflexion sur les maladies psychiatriques qui va se prolonger pendant 6 séances seulement, parce que pour des causes d'évaluation du laboratoire, j'ai besoin d'avoir terminé le cours avant la fin novembre. Et je vous prie d'excuser un peu de cette accélération, mais dictée par un calendrier sur lequel je n'ai pas de prise. Voilà, je vous remercie.